Il était un peu plus de minuit, juste après le réveillon du Nouvel An, quand nous nous sommes garés dans l'allée de la maison. Je fredonnais encore le dernier morceau de la soirée alors que Léa faisait déjà défiler son fil d'actualité sur son téléphone, comme si la soirée n'avait jamais eu lieu. L'air vif de l'hiver me piquait les joues, mais j'étais de excellente humeur jusqu'à ce que j'aperçoive la porte d'entrée. Elle était grande ouverte. Je me suis figé. Est-ce que tu as oublié de verrouiller la porte? Léa n'a même pas levé les yeux. Elle m'a devancé comme si elle entrait dans un simple café. C'est toi qui es sorti en dernier, Julien, pas moi. Je l'ai suivi à l'intérieur, sentant déjà que quelque chose ne tournait pas rond. Les lumières du salon étaient encore éteintes, mais les formes dans la pièce semblaient étranges. Les ombres ne se trouvaient pas là où elles auraient dû être. J'ai actionné l'interrupteur et j'ai senti mon estomac se nouer. Les tiroirs étaient ouverts, la télévision avait disparu, les coussins étaient éparpillés sur le sol. Quelqu'un était venu ici, fouillant et déballant nos vies. J'ai cligné des yeux, sous le choc. Léa, on s'est fait cambrioler, c'est clair. Sa voix était monocorde, comme si elle annonçait simplement une météo maussade. Je me suis tourné vers elle. Tu n'as pas vérifié la porte 2 fois? Nous sommes partis pendant des heures. Elle a pivoté pour me faire face, posant enfin son téléphone. Oh, alors c'est ma faute? Je n'ai pas dit ça. Si, tu l'insinues. Mais laisse-moi te demander une chose. Où est le système de sécurité? Les caméras que je t'ai supplié d'installer il y a 6 mois? Celles dont tu disais que nous n'avions pas besoin parce que nous vivons dans une banlieue résidentielle calme et ennuyeuse. Son ton était plein de venin, et je ne m'y attendais pas après avoir vu notre foyer dans cet état. Tu fais vraiment ça maintenant, là tout de suite? Je te dis que l'endroit a été mis à sac, Léa. Est-ce qu'on peut se concentrer sur l'essentiel? Elle a croisé les bras, le regard acéré. Tu veux parler de ce qui est essentiel? Très bien. Ce qui est essentiel, c'est que je t'ai demandé à plusieurs reprises de prendre des précautions de base et que tu m'as ignoré à chaque fois. Alors ne joue pas les choqués quand quelqu'un entre ici comme dans un moulin. Je l'ai fixé, cherchant le moindre signe de peur ou d'inquiétude, mais il n'y avait qu'une distance glaciale. Tu n'as même pas l'air surprise, ai-je murmuré. Parce que je ne le suis pas. J'ai arrêté d'attendre que tu m'écoutes il y a bien longtemps. J'ai ouvert la bouche pour argumenter, mais les mots sont restés bloqués car soudain, je ne savais plus si elle parlait du système de sécurité ou de quelque chose de bien plus vaste. Nous restions là, au milieu du chaos de notre salon, 2 personnes entourées par les débris de bien plus qu'un simple cambriolage. Je me suis baissé pour ramasser une lampe renversée. Tu appelles la police, ai-je demandé doucement. Non, a-t-elle répondu. Fais-le toi-même. C'est ton problème. Elle est partie vers la cuisine. Pas de panique, pas de larmes, juste du silence et du jugement. Je suis resté là un instant, fixant la table basse cabossée. Pendant des années, nous avions vécu une vie de routine, le café ensemble le matin, les promenades avec le chien après le dîner, les soirées cinéma sur le canapé. Rien de grandiose, mais c'était à nous. Et maintenant, je ne savais plus ce que c'était. C'était peut-être le vol, ou peut-être la façon dont elle me regardait comme un étranger, mais quelque chose s'était brisé cette nuit-là, et ce n'était pas seulement la porte d'entrée. Le pire, c'est que je n'avais aucune idée si c'était le début de la fin ou si cela avait commencé depuis bien longtemps. Le lendemain matin fut plus calme que je ne l'espérais. Pas de discussion persistante sur le rapport de police, pas de réflexion commune sur ce qui venait de se passer. Léa a à peine prononcé un mot en buvant son café dans la cuisine. Quant à moi, j'étais déjà presque dehors, ma veste zippée, avec de la détermination dans chaque pas. À 10 heures, j'étais au milieu d'un grand magasin d'électronique aseptisé, le genre d'endroit avec trop de néons et un mur rempli de boîtes noires brillantes promettant la protection. Mes mains ont hésité entre 2 modèles avant de s'arrêter sur l'un d'eux, élégant, coûteux, de qualité professionnelle, le genre de système qu'on utiliserait dans une banque. L'ironie ne m'échappait pas. Je faisais enfin ce que Léa demandait depuis des mois, mais trop tard. Pourtant, ce n'était pas une question de culpabilité, c'était une question de contrôle. Quelque chose s'était glissé par notre porte la nuit dernière, quelque chose de plus qu'un simple voleur, et j'avais besoin de sentir que je pouvais encore maîtriser la situation. Quand je suis rentré, je n'ai rien dit au début. Je suis passé devant Léa, toujours en peignoir,
toujours collée à son téléphone, en portant la boîte sous mon bras. Elle n'a pas levé les yeux. Je me suis raclé la gorge. J'ai acheté les caméras. Système Pro, sauvegarde sur le cloud, alerte de mouvement, la totale. Léa ne m'a même pas jeté un regard, continuant de faire défiler son écran d'un doigt, comme si c'était le mouvement le plus important au monde. D'accord, a-t-elle murmuré. Je vois. C'était tout. Pas de merci, pas de soupir de soulagement, pas même un faux sourire. Je suis resté là, dans l'encadrement de la porte de la cuisine, serrant la boîte plus fort que nécessaire. Tu veux m'aider à les installer, ai-je proposé. Elle a fini par lever les yeux, pas avec intérêt, mais avec une expression indéchiffrable, presque de l'ennui. Non, a-t-elle dit doucement. J'ai un appel dans quelques minutes. J'ai hoché la tête, même si rien de tout cela ne me semblait normal. Je suis sorti sans un mot de plus et je me suis mis au travail. Installer des caméras n'est pas techniquement difficile, mais percer des trous dans les coins de sa propre maison, ça fait quelque chose à un homme. Chaque vis que je serrais me donnait l'impression de colmater une fuite sur un bateau qui coule. La première caméra a été placée au-dessus de la porte d'entrée, orientée pour que tout le perron soit visible. La suivante dans le salon, un grand angle parfait pour l'espace principal. Une autre dans le couloir, une autre devant le garage. Alors que j'ajustais la dernière, j'ai entendu sa voix flotter faiblement depuis la cuisine. Non, je ne lui ai pas dit ça. Je ne pense même pas qu'il l'ait remarqué. Il est occupé avec son petit projet en ce moment. Une pause, un rire discret, puis quelque chose de marmonné, trop bas pour être capté. Je n'ai pas bougé. Une partie de moi se disait que ce n'était rien, qu'elle parlait peut-être à une amie, se plaignant du fait que je me décidais enfin à agir comme un mari. Mais ce rire, ce genre de rire complice et étouffé, me mettait mal à l'aise. Quand je suis retourné dans la cuisine, Léa a raccroché rapidement. Ses yeux n'ont pas croisé les miens. « Tu as fini ?» a-t-elle demandé, désignant vaguement le plafond où la petite caméra noire clignotait d'un bleu doux. « Ouais » ai-je dit lentement. « Tout est prêt. On recevra les alertes sur nos téléphones. Je t'ai aussi donné l'accès. »« D'accord » a-t-elle répondu en reprenant son téléphone. « C'est parfait. » Je suis resté là un moment, attendant quelque chose, peut-être de la curiosité ou juste un vrai regard dans ma direction, mais il n'y a rien eu. J'ai pris une inspiration et j'ai ouvert le placard pour ranger la perceuse. Mes mains tremblaient encore un peu, peut-être à cause de la caféine, ou peut-être à cause du sentiment que ce que Léa et moi avions était en train de se dérober sous mes pieds. Elle n'a pas demandé combien le système avait coûté, ni comment il fonctionnait. Elle semblait s'en moquer éperdument. Et pourtant, c'est elle qui le voulait il y a des mois. À l'époque, elle disait que c'était pour la tranquillité d'esprit, pour protéger ce que nous avions construit. Alors pourquoi, maintenant que je l'avais enfin fait, avais-je l'impression de me protéger d'elle? Cette nuit-là, après qu'elle soit montée tôt avec son téléphone et un verre de vin, je suis resté seul sur le canapé, mon ordinateur ouvert, faisant défiler le flux de sécurité. Rien sur les caméras, juste l'immobilité d'une maison silencieuse. Mais d'une certaine manière, tout en moi semblait en mouvement, comme si quelque chose avait déjà basculé et que je ne l'avais tout simplement pas encore enregistré. Il était presque minuit quand je me suis enfin couché. La maison était silencieuse, hormis le ronronnement sourd du chauffage. Léa était déjà calée contre son oreiller, son téléphone éclairant son visage comme un feu de camp. Elle n'a pas jeté un regard vers moi. J'observais l'éclat bleu danser sur sa peau, ses doigts tapotant message après message. « À qui écris-tu » ai-je demandé d'une voix neutre. Elle n'a pas levé les yeux. « Pourquoi ?»« Parce qu'il est presque minuit, » ai-je dit lentement, et que tu m'as à peine adressé la parole depuis le dîner. Léa a poussé un soupir profond et théâtral. Je ne fais rien de mal, Julien. J'envoie juste des messages à des amis. Toutes les nuits pendant des heures, ai-je rétorqué. Ça a suffi. Elle a abaissé son téléphone juste assez pour croiser mon regard. Son expression n'était pas de la culpabilité, mais de l'offense. Tu surveilles sérieusement mon temps d'écran maintenant? Non, ai-je répondu calmement. Je remarque juste des choses, comme le fait que tes yeux n'ont pas quitté ce téléphone depuis 2 heures. Mon Dieu, a-t-elle marmonné en sortant du lit. C'est reparti. C'est reparti, ai-je répété. Léa, je ne t'accuse de rien.
Je fais juste attention. Elle était debout maintenant, les bras croisés, la voix montant d'un ton. Tu penses être subtil, n'est-ce pas? D'abord les caméras, maintenant ça. C'est quoi la suite? Un GPS sur ma voiture? Un traceur dans mon sac à main? Je me suis assis lentement, gardant ma voix calme. J'ai installé les caméras parce qu'on s'est fait cambrioler. Non, a-t-elle tranché. Tu les as installées parce que j'ai dit quelque chose qui t'a fait te sentir petit. Et maintenant tu joues au détective, prétendant que c'est pour la sécurité alors qu'en réalité, c'est pour le contrôle. Je n'essaie pas de te contrôler, ai-je dit. J'essaie de me reconnecter avec toi, mais tu n'as pas fait un pas vers moi depuis des jours. Parce que je n'ai pas envie de me connecter, a-t-elle sifflé. Pas quand tout ce que je dis est disséqué comme une pièce à conviction. Ça a frappé plus fort que je ne m'y attendais. Je suis resté silencieux, laissant la douleur s'installer entre nous. Léa se tenait là, respirant fort, puis elle a secoué la tête et a attrapé son peignoir au crochet. « Où vas-tu » ai-je demandé doucement. « Dans la chambre d'amis » a-t-elle dit froidement. « J'ai besoin d'espace. »« C'est autorisé, monsieur l'agent ?» Je n'ai pas répondu, je l'ai juste regardé sortir de la pièce, la porte se refermant derrière elle avec une finalité délibérée. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je me suis rallongé lentement, les yeux fixés sur la petite lumière clignotante de la caméra sur l'étagère de la chambre, stable, silencieuse, observant. Et pour la première fois depuis que je les avais installées, je me suis demandé si elles enregistraient quoi que ce soit d'important ou si elles ne faisaient que capturer le lent effilochement d'une relation que je ne pouvais plus maintenir. Le lendemain matin, je suis entré dans la cuisine, encore embrumé par une nuit de sommeil haché. La porte de la chambre d'amis était fermée. Je pensais que Léa m'éviterait toute la journée, mais j'avais tort. Elle était déjà debout, habillée, maquillée, sirotant son café comme si de rien n'était. Une valise était posée près de la porte. « Salut » a-t-elle lancé avec un sourire éclatant. « Je pars pour le week-end. Un séjour en thalasso avec les filles. » Je l'ai fixé, clignant des yeux. « Un séjour en thalasso ?»« Oui, moi, Chloé, Lucie et Inès. On l'organise depuis des semaines, » a-t-elle dit en replaçant une mèche de cheveux derrière son oreille. Tu sais, massage, soin du visage, ce genre de choses. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé la valise, le sourire parfaitement calculé, le calme impeccable. Où exactement, ai-je demandé. À Aix-en-Provence. On fait du covoiturage depuis chez Chloé, a-t-elle ajouté en attrapant son manteau. J'ai hoché la tête lentement. Ça a l'air sympa. Et toi, a-t-elle demandé d'un ton toujours léger. Tu as des projets? J'ai pris mon thermos dans le placard. En fait, oui. Un week-end en chalet dans les Alpes avec Antoine et les gars. Léa a marqué une pause d'une demi-seconde, à peine perceptible. Tu ne l'avais pas mentionné. Toi non plus, ai-je dit calmement. Elle a ri légèrement, presque de façon joueuse. Eh bien, je suppose que nous sommes tous les deux spontanés cette semaine. Elle a fait un geste de baiser vers ma joue et s'est éclipsée par la porte. Au coucher du soleil, j'étais à des centaines de kilomètres de là, sur la terrasse d'un chalet de montagne silencieux surplombant des forêts de sapins saupoudrés de neige. C'était le genre d'endroit où l'air sentait la fumée de bois et le silence. À l'intérieur, Antoine débouchait une bonne bouteille et les autres gars jetaient des bûches dans la cheminée. Puis mon téléphone a vibré. Alerte de mouvement. Caméra du salon. Je ne m'attendais pas à grand-chose, peut-être un livreur ou le vent. Mais quand j'ai cliqué sur la notification, ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Léa n'était pas en thalasso. Elle était dans notre salon, portant les mêmes vêtements qu'à son départ, mais elle n'était pas seule. Il est entré derrière elle comme s'il l'avait déjà fait 100 fois. Il bougeait avec une familiarité écœurante. Son rire, le même rire qu'elle me réservait autrefois, a retenti alors qu'elle se penchait vers lui. Ils se sont embrassés, pas d'un baiser rapide ou incertain, mais comme quelque chose qu'ils avaient répété. Je n'ai pas dit un mot, je n'ai pas tressailli. Je me suis assis sur le bord du lit, le téléphone à la main, le cœur battant comme un tambour sourd dans ma poitrine. Et puis, sans aucune émotion dans la voix, j'ai cherché dans mes contacts et j'ai appelé l'inspecteur Girard, un gars que je connaissais depuis le lycée, travaillant maintenant dans la cybercriminalité. Quand il a décroché, je n'ai pas perdu de temps.
Girard, j'ai besoin d'un service. J'ai une vidéo. Je dois l'envoyer à la femme d'un autre. Il a marqué un temps d'arrêt. Tu es sérieux? Mortellement sérieux, ai-je dit. Après un silence, il a répondu, envoie-la-moi. Je m'occupe du reste. J'ai raccroché et j'ai regardé le flux de la caméra encore quelques secondes, juste jusqu'à ce qu'il disparaisse dans le couloir. Puis j'ai éteint mon téléphone. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Je suis juste resté là, calme, respirant l'air froid de la montagne qui semblait soudain plus pur que tout ce que j'avais respiré chez moi depuis des mois. Il était un peu plus de minuit et la montagne était silencieuse. Je me tenais seul sur la terrasse arrière du chalet, enveloppé dans une veste en flanelle, le froid me mordant les joues. Un verre de bourbon à la main, la neige à moitié fondue craquant sous mes bottes. Antoine a fait glisser la porte vitrée et m'a rejoint, son propre verre à la main. Il n'a rien dit au début, observant simplement la vue avec moi. La lune frappait la neige comme du verre. Elle n'a même pas hésité, ai-je murmuré. Elle n'a même pas scié. Antoine a hoché la tête lentement en sirotant son bourbon. Tu as envoyé la vidéo. Oui, ai-je dit. À sa femme. Elle méritait de savoir. Un silence s'est installé, le genre de bon silence que seul un vieil ami peut offrir. Je me suis penché en avant, les coudes sur les genoux. C'est la façon dont elle a menti. Droit dans les yeux. La valise près de la porte, les noms de ses amis. Tout était répété. Elle est douée, a dit Antoine calmement. Trop douée. C'est comme ça qu'on sait que ce n'est pas nouveau. Je l'ai regardé de côté. Tu penses que ça dure depuis longtemps? Il m'a lancé un regard signifiant que je connaissais déjà la réponse. On ne bascule pas du jour au lendemain en risquant tout, à moins d'avoir déjà franchi cette ligne une douzaine de fois dans sa tête. Elle était déjà partie, Julien. Tu ne fais que rattraper le retard. J'ai fixé mon verre. Mon reflet tremblait dans le liquide ambré. Je repense à chaque conversation, ai-je dit, en essayant de comprendre quand ça a commencé. Quand je l'ai perdu. Antoine a expiré par le nez. Mauvaise question, mon vieux. Tu ne l'as pas perdue. Elle est partie. C'est différent. Ça a frappé fort. Je ne pense même pas qu'elle regrette, ai-je chuchoté. Elle n'avait pas l'air coupable. Pas même un peu. Juste à l'aise. Antoine s'est tourné vers moi, la voix plus basse. Alors c'est peut-être ta réponse. Tu as tout fait correctement. Tu es resté. Tu t'es battu. Et maintenant, c'est fini. Elle a fait son choix. Et regardé l'horizon où la neige recouvrait le monde comme une page blanche. Mon téléphone a vibré à nouveau. Une autre alerte. Probablement Léa envoyant une excuse ou le système m'indiquant qu'elle partait avec lui. Je n'ai pas vérifié. Au lieu de cela, je me suis levé lentement, je suis allé au bord de la terrasse et, sans un mot, j'ai lancé le téléphone dans un banc de neige en contrebas. Il a disparu avec un bruit sourd, comme un chapitre qui se ferme. Antoine a regardé le téléphone atterrir, puis a levé son verre. Maintenant, tu es libre. Laisse la colère passer et laisse la détermination prendre le dessus. J'ai fixé la neige un moment de plus, puis j'ai terminé mon bourbon. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti non pas de la paix, ni une conclusion, mais quelque chose de mieux, de la clarté. Je suis arrivé dans l'allée juste après 20 heures, les phares balayant le perron où cette petite caméra clignotante montait toujours la garde. La neige des Alpes semblait m'avoir suivi, saupoudrant la rue d'un givre silencieux. La maison était sombre, à l'exception de la lampe du salon. Je suis entré sans bruit. Léa était seule sur le canapé. Elle a tourné la tête lentement quand la porte s'est ouverte et s'est figée comme si elle avait vu un fantôme. Son téléphone a glissé de sa main sur les coussins. « Tu es de retour », a-t-elle dit, la voix plus ténue que d'habitude. J'ai hoché la tête. Oui. Elle s'est redressée, essayant d'avoir l'air détendu, mais ses yeux disaient tout le contraire. Il passait de moi à mon sac, puis à la porte derrière moi. Je pensais que tu ne rentrais pas avant lundi, a-t-elle ajouté. J'ai changé d'avis. J'ai posé mes clés sur la table, j'ai enlevé mon manteau. Elle s'est levée, les bras croisés. Je sentais qu'elle se préparait à une attaque, mais elle ne savait pas d'où elle viendrait. Il s'est passé quelque chose, a-t-elle demandé.
Oui, le silence. Son visage a eu un tressaillement. Avec Antoine? Non, ai-je répondu simplement. Avec toi. Le silence entre nous était dense. Elle a fait un pas en avant, puis a hésité. Julien, sa voix s'est adoucie, cherchant un terrain d'entente. Si c'est à propos de quelque chose que tu penses avoir vu. Depuis combien de temps avons-nous des caméras, ai-je demandé en la coupant. Elle a cligné des yeux, sa bouche s'est ouverte puis refermée. Quoi? J'ai déposé mon sac sur le sol. Les caméras. Quand est-ce qu'on les a installées? Son visage a pâli d'un ton. Sa voix a vacillé. Enfin, tu les as installées la semaine dernière, non? Je l'ai regardé fixement. Il y a exactement une semaine. Sa main s'est portée à sa tempe. Elle s'est détournée, faisant 2 pas avant de s'arrêter. Je ne savais pas, a-t-elle chuchoté. Je ne pensais pas qu'elles étaient déjà activées. Elles l'étaient, ai-je dit. Chaque minute. Elle s'est retournée brusquement. Julien, ce n'est pas ce que tu penses. Je n'ai rien dit, commençant à déballer mon sac. Une chemise, un chargeur, des chaussettes. Des mouvements calmes et méthodiques. Elle m'observait, la respiration courte. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? J'ai refermé la fermeture éclair de mon sac. Parce que je voulais voir ce que tu ferais quand tu pensais que personne ne regardait. Léa ne parlait plus. Elle restait là, les mains tremblantes. Est-ce que ça en valait la peine, ai-je demandé, toujours sans la regarder. Elle a reculé comme si la question l'avait physiquement poussée. Julien, Je ne te demande pas d'explication, ai-je dit calmement. Pas ce soir. Elle a dégluti avec peine. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je suis allé à la cuisine, j'ai pris un verre et je l'ai rempli lentement. Tu peux rester cette nuit, ai-je dit froidement, si tu as besoin. Elle n'a pas répondu. J'ai posé le verre sur le comptoir et je l'ai enfin regardé. Mais ne nous insulte pas en prétendant que rien ne s'est passé. Les épaules de Léa se sont affaissées. Elle s'est assise lourdement sur la coudoir du canapé comme si ses jambes ne pouvaient plus la porter. Le silence s'est étiré, étouffant. Et au-dessus de nous, sur l'étagère du couloir, la petite lumière bleue de la caméra clignotait régulièrement, observant, enregistrant, se souvenant. Si cette partie vous parle, mettez un pouce bleu à la vidéo. La maison était trop calme le lendemain matin. Je pouvais entendre le ronronnement lointain du lave-vaisselle et le tic-tac de l'horloge, mais rien d'autre. Léa n'avait pas dit un mot. J'ai su que quelque chose clochait dès que je suis revenu du garage. Son mug était encore plein sur le comptoir, son téléphone abandonné. Elle était encore là. Et puis j'ai entendu le clic-clic répétitif d'une souris provenant du bureau. J'ai remonté le couloir lentement. Quand j'ai tourné l'angle, je l'ai vue assise à mon bureau, les yeux rivés sur le moniteur. Ses doigts bougeaient vite, la souris filant à travers les dossiers comme si elle faisait une course contre la montre. L'écran montrait le tableau de bord de la surveillance, les flux, les enregistrements, les horaires. Elle les supprimait un par un. Tu arrives un peu tard, ai-je dit. Léa a sursauté comme si j'avais tiré un coup de feu derrière elle. Elle a pivoté sur sa chaise, le visage pâle. Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai eu un rire froid. Ah bon? Parce qu'on dirait exactement que tu essaies de supprimer des preuves. Je n'allais pas, sa voix s'est étranglée. Julien, s'il te plaît. C'est une erreur. Si quelqu'un voit ces images, tu vas gâcher des vies. Je n'ai rien gâché du tout, ai-je dit. C'est toi qui l'as fait. Elle s'est levée, la panique montant dans sa voix. Tu n'avais pas le droit d'envoyer cette vidéo? J'avais tous les droits, ai-je rétorqué. Tu as fait entrer cet homme dans ma maison. Tu as menti encore et encore. Alors, j'ai donné à sa femme ce qui lui était dû. La respiration de Léa était saccadée. Tu ne comprends pas les conséquences. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un député. Je l'ai coupé. Oui, j'ai fini par le comprendre. Elle a écarquillé les yeux. Alors tu comprends pourquoi tu dois annuler ça. Ce n'est plus seulement à propos de moi. Je n'ai rien à annuler, ai-je dit en croisant les bras. Les fichiers sont sauvegardés sur un serveur externe.
Sa femme les a reçus hier. Le visage de Léa s'est décomposé. Pendant un instant, elle a paru petite, brisée. Puis, soudain, son expression s'est durcie. Tu es malade, a-t-elle sifflé. Espionner ta propre femme, envoyer des vidéos privées à des inconnus? J'ai incliné la tête. Des vidéos privées? Dans ma maison? Elle est passée devant moi en furie, attrapant son téléphone dans le salon. Ses mains tremblaient en composant un numéro. Allô? Oui, je voudrais signaler un incident, a-t-elle lancé. Mon mari a installé une surveillance sans mon consentement. Il me harcèle. Je ne me sens pas en sécurité chez moi. Je me suis appuyé contre le mur du couloir, l'observant, calme et silencieux. Léa me tournait le dos, chuchotant au téléphone comme si elle se construisait déjà un rôle de victime. La police est arrivée 15 minutes plus tard. 2 agents, calmes et courtois. Léa a bondi à leur rencontre, la voix tremblante. Il m'observe, il enregistre tout. Il ne m'a pas dit qu'il installait des caméras, et maintenant il utilise ces images contre moi. L'un des agents s'est tourné vers moi. Monsieur, pouvez-vous expliquer ce qui se passe? Bien sûr, ai-je dit en les conduisant au bureau. Après le cambriolage du Nouvel An, j'ai installé un système de sécurité légale sur le cloud. Les caméras ne couvrent que les parties communes, l'entrée, le salon, le couloir et l'entrée du bureau. Tout cela respecte les limites de la vie privée. Le plus jeune agent a tapoté sur sa tablette. Avez-vous les factures d'installation et une preuve d'information des occupants? Je lui ai tendu la facture du magasin et ouvert l'application sur mon téléphone. Quant à l'information, j'ai prévenu ma femme le jour de l'installation. Elle a répondu qu'elle comprenait. Les 2 agents ont échangé un regard. Tout semble conforme, a dit l'un d'eux. Caméra dans les espaces partagés avec notification verbale. Aucune loi n'est enfreinte. Léa a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Elle les regardait comme si le sol l'avait trahi elle aussi. L'agent s'est tourné vers elle. Madame, à moins que vous ne puissiez prouver une intention de nuire ou un harcèlement, il n'y a pas de délit ici. C'est une affaire domestique, pas criminelle. La voix de Léa est descendue d'un ton. Mais il a envoyé les images. L'agent a soupiré. C'est sa propriété légale. Si cela a été capturé par son système, dans sa maison, et partagé avec un autre adulte concerné par la situation, ce n'est pas un problème de police. Ils ont rangé leurs tablettes, m'ont salué respectueusement et sont partis. Je suis resté dans le couloir, regardant Léa s'effondrer sur la coudoir du canapé. Je n'ai pas dit un mot. Le silence suffisait. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas parce que je ne le pouvais pas, mais parce que je n'en avais pas besoin. Il y avait un silence étrange dans la maison, une absence de culpabilité et de supposition. Le genre de calme qui n'arrive qu'après le passage d'une tempête. En vérité, je me suis assis dans le salon avec la télé en sourdine, faisant défiler les gros titres de l'actualité tout en tenant une tasse de thé fumante. Les images de sécurité avaient fait leur travail, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elles fassent des vagues au-delà de notre perron. Puis je l'ai vu. Édition spéciale. Au centre de l'écran, le député montant Olivier Castan lié à une liaison extra-conjugale suite à des fuites de vidéos de surveillance. Ils avaient flouté le visage de Léa, du moins dans la première vague d'articles, mais le langage corporel, le décor, tout était reconnaissable. Ils ont même utilisé une capture d'écran de ma propre caméra de couloir. La vidéo était devenue virale. Les commentateurs rappelaient déjà les discours de Castan sur les valeurs familiales, dénonçant son hypocrisie. L'un des articles décrivait même ces images de sécurité domestique comme « étrangement poétiques ». Je me suis adossé, sentant la chaleur du thé dans mes paumes. Je n'avais pas fait fuiter la vidéo. Je n'en avais pas besoin. Sa femme l'avait fait. On sentait que les médias avaient chaque horodatage, chaque angle, comme pour un dossier de tribunal. Ce n'était pas une fuite par vengeance, c'était une stratégie délibérée. Et ça marchait. Léa n'est descendue qu'après 10 heures. Elle avait l'air de n'avoir pas dormi du tout, les yeux gonflés. Ses mains tremblaient en tenant son téléphone. Elle ne m'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin, elle savait déjà. En quelques minutes, elle a couru de pièce en pièce, attrapant ses vêtements, fourrant ses tiroirs dans une valise comme si la maison était en feu. Elle faisait tomber des cintres,
claquait la porte de la salle de bain, hurlait dans son téléphone. Je ne savais pas que ça deviendrait public. Non. Olivier, tu ne peux pas me rejeter la faute là-dessus. Puis les pleurs ont commencé. Pas des pleurs doux, mais des sanglots déchirants, ce qui arrive quand votre monde entier se réduit à la taille d'une valise et d'un écran rempli de titres de presse. Je ne suis pas allé vers elle. Je n'ai pas parlé. Au lieu de cela, je suis sorti sur la terrasse, monté à la main. Le ciel s'était ouvert, laissant tomber une pluie douce et régulière. J'ai écouté le bruit sourd de ses talons sur le parquet, le bruit sec de la fermeture éclair, le grincement de la porte d'entrée, et puis, juste comme ça, Léa a couru sous la pluie. Pas d'apologie, pas de dernier regard. Juste les larmes, le chaos et le poids de tout ce qu'elle avait essayé de cacher. Elle ne s'est pas retournée. Je n'ai pas fait de signe de la main. J'ai juste regardé l'eau glisser sur le bord de la table. Ce n'était pas de la justice, pas exactement, mais c'était suffisant. 3 semaines plus tard, sa chaise au tribunal était toujours vide. Pas de message, pas de mais, pas d'appel mystérieux au milieu de la nuit. Léa s'était volatilisée. Ce n'était pas dramatique comme dans les films. Elle n'était pas partie avec un grand discours. Juste une nuit d'orage, une valise et l'écho d'une porte qui se ferme. Et depuis, le silence. Je me suis présenté à chaque audience dans le même blazer bleu marine, avec le même dossier. Je m'asseyais à la même place pendant que mon avocat, Maître Simonet, un homme vif qui buvait son café noir comme si c'était un mode de vie, parcourait les papiers. Toujours aucun signe d'elle, m'a-t-il demandé. Non, ai-je dit. Je suppose que les soins du visage et les scandales ne font pas bon ménage. Simonet a eu un sourire en coin sans lever les yeux. Vous savez, en 10 ans de métier, je n'ai jamais vu une partie adverse ignorer son propre divorce. Elle a toujours eu le sens du timing, ai-je murmuré. Le greffier a appelé le nom complet de Léa, qui a résonné dans la salle comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Toujours pas de comparution, a noté le juge sèchement. Nous procéderons par un jugement sans opposition s'il n'y a aucun contact d'ici la fin du mois. À l'extérieur du tribunal, la brise sentait la fin de l'hiver. Je me suis tourné vers Simonet. Vous savez ce qui est le pire? Il a haussé les épaules. Qu'elle soit partie avec votre meilleur poil à frire? Non, ai-je souri faiblement. C'est elle qui a demandé les caméras il y a des mois. Elle disait qu'on en avait besoin pour se sentir en sécurité. Il a levé un sourcil. Et ces mêmes caméras sont la raison pour laquelle elle est partie. J'ai hoché la tête. Simonet a ricané. Vous devriez écrire un livre, Comment attraper une menteuse en suivant ses propres suggestions. Peut-être. J'ai regardé vers le parking. Ce ne serait pas long à lire, cela dit. Juste un chapitre, écoutez quand le silence change. Il m'a tapé sur l'épaule. Eh bien, si elle ne se montre pas vendredi prochain, vous repartez avec la maison, la voiture et pas de pension alimentaire. Je me fiche de la voiture, ai-je dit. Ou de la maison. Simonet a incliné la tête. Alors, qu'est-ce que vous voulez? J'ai regardé le ciel gris pâle. Rien, ai-je dit. C'est justement ça le but. Parce que quelque part entre cette lumière bleue clignotante et le bruit de cette valise, j'avais lâché prise. Elle ne me devait pas de conclusion, et je ne lui devais pas mon pardon. Désormais, elle était un souvenir, une leçon, pas une blessure. C'était un mercredi après-midi tranquille quand j'ai reçu le message d'un numéro inconnu avec seulement 3 mots, « Rejoins-moi ce soir ». En dessous, une adresse dans le quartier des anciens entrepôts. J'aurais dû l'effacer, mais je ne l'ai pas fait. Quelque chose dans la précision de l'écriture me rappelait quelqu'un. J'y suis allé. L'adresse menait à un loft aménagé au-dessus d'un ancien atelier textile. Briques apparentes, au plafond, une lumière jaune tamisée. Ça sentait les vieux livres et le vin rouge. Et elle était là, Nora Castan, la femme du député, celle à qui j'avais envoyé les images. Elle était assise près de la fenêtre, habillée en noir, un verre de vin à la main. Elle ressemblait au genre de femme capable de mettre le feu à une pièce juste en craquant une allumette. « Vous êtes venu ?» a-t-elle dit d'une voix fraîche mais pas méchante. Je ne savais pas à quoi m'attendre, ai-je répondu. Elle a désigné la chaise en face d'elle. Vous pensiez probablement que j'enverrais des avocats ou la police. Un merci vous semblait peu probable. Nora a eu un petit rire amusé.
Non, je ne remercie pas les hommes de faire ce qui est juste, mais je leur offre un verre. Elle m'a servi sans demander mes préférences. Un vin rouge, corsé et sec. J'en ai pris une gorgée. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie? Elle s'est penchée en avant, la voix plus basse. Une explication. Je n'ai rien dit, j'ai attendu. Léa, a-t-elle commencé, était surveillée. Pas seulement par vous, pas seulement par moi, mais par des gens très discrets qui travaillent pour la brigade financière. J'ai cligné des yeux. Pardon? Elle a hoché la tête. Division des crimes financiers. Castan blanchissait l'argent des donateurs via des sociétés de bien-être fictives. Devinez qui a signé certains des faux formulaires de fournisseurs? Ma gorge s'est serrée. Léa? Votre femme était répertoriée comme directrice financière d'une chaîne de thalasso inexistante. Ils ont utilisé ces identifiants, ces comptes professionnels. Tout remontait à votre maison. J'ai posé mon verre brusquement. Vous voulez dire qu'elle était au courant? Nora a répondu froidement, et au moment où les images ont été rendues publiques, les enquêteurs ont enfin pu faire le lien entre sa vie privée et ses finances de campagne. Je me suis adossé, le poids de cette révélation pesant sur ma poitrine. Alors, ils ont fui. Nora a fait tourner son vin dans son verre. Il y a 3 jours. Un jet privé au départ du Bourget. Ils ont disparu avant que le mandat ne soit signé. Il n'est plus sur les écrans radars. Elle non plus. Je l'ai fixé. Et moi? Elle a levé les yeux, son regard s'est durci. Elle ne vous a jamais impliqué, pas totalement. Elle n'avait pas assez confiance en vous. Vous n'étiez pas sur les documents, pas en copie des emails. Vous n'étiez rien de plus qu'un mari qu'elle ne respectait plus. J'ai laissé échapper un long soupir. Donc, elle m'a trahi, et cette trahison m'a sauvé. Nora a levé son verre. L'ironie a un meilleur goût avec du vin, n'est-ce pas? Nous avons trinqué. Le silence qui a suivi n'était pas gênant, il était complice. Pourquoi me dire tout ça, ai-je demandé. Parce que je pensais que vous méritiez de savoir dans quel incendie vous avez failli être entraîné. Elle s'est levée pour aller vers la fenêtre. Et parce que vous m'avez envoyé la vérité quand personne d'autre ne le faisait. J'ai regardé les lumières de la ville au loin. En bas, la vie continuait. Vous ne comptez pas les poursuivre, ai-je demandé. Elle a souri faiblement. Laissons la justice courir après des fantômes. Moi? J'ai déjà gagné. Je garde la maison, ses actifs, ses chiens, tout sauf son nom. J'ai hoché la tête. Intelligent. Nécessaire. Sur ce, je me suis levé pour partir. Merci pour le verre, ai-je dit doucement. Nora ne s'est pas retournée. Merci pour la preuve. Je suis reparti avec le col de mon manteau relevé, le cœur battant pour des raisons que je ne comprenais pas tout à fait. J'étais passé si près d'un brasier que je n'avais pas vu venir, et d'une certaine manière, sa méfiance envers moi m'avait gardé à l'abri des flammes. Cela faisait 1 mois depuis cette rencontre. 31 jours de calme, pas d'alerte, pas de nouvelles. J'avais recommencé à reconstruire, repeindre les murs, donner les vieux meubles, arracher les mauvaises herbes du jardin à la main, juste parce que ça faisait du bien d'extirper quelque chose par la racine. Le système de sécurité clignotait toujours dans son coin, mais je ne le consultais plus beaucoup. Puis, par un jeudi matin ensoleillé, alors que je fermais la porte pour me rendre à mon nouveau bureau, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer. Le message était court, j'avais tort. Je le vois maintenant. J'ai laissé l'argent et le confort m'aveugler. Je pensais tout gagner, mais j'ai perdu la seule personne qui me voyait vraiment. Puis un second message quelques secondes plus tard, j'espère que tu vas mieux. J'espère que tu ne me détesteras pas pour toujours. J'ai fixé l'écran. Il n'y avait pas d'excuses, pas vraiment. Pas de nom non plus, mais je n'en avais pas besoin. Seule Léa pouvait envoyer une confession qui semblait réclamer le pardon sans jamais le demander. Je suis resté sur le perron pendant une longue minute. Aucune fureur ne montait en moi. Aucune douleur. Juste de l'immobilité. J'ai appuyé sur l'écran, supprimé. Et juste comme ça, elle avait disparu à nouveau. Je suis sorti sous le soleil. L'air du matin était pur. Aujourd'hui était un grand jour,
La première réunion de ma nouvelle entreprise, et j'y allais seul, pas amer, pas brisé, mais plus léger. La leçon n'était pas une question de rage ou de vengeance. C'était une question de silence. Parce que le silence n'est pas vide, il attend. Et la trahison finit toujours par parler une fois qu'on arrête d'ignorer ce qui manque. C'était la fin de l'histoire. Léa a supprimé les preuves, Nora les a fait fuiter, Castan s'est enfui. Ils ont tous fait des choix, mais un seul a choisi d'exposer la vérité quand personne d'autre ne le faisait. Alors, voici ce que je veux savoir, est-ce que Nora a bien fait de rendre l'affaire publique, ou cherchait-elle simplement à régler ses comptes personnels ?